suis le capitaine Albator, et avec mon équipage, nous sommes les seuls à pouvoir empêcher l'invasion de la Terre par les mystérieuses sylvidres. Mais dans les profondeurs de l'Arctique, un danger encore plus grand est sur le point de se réveiller. Embarqué dans une aventure inédite en bande dessinée, Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, chez Kana Éditions. Bah écoute, je suis né dans les années 1975 très exactement, donc j'ai vu l'arrivée en France des tout premiers dessins animés japonais. Hein, c'était en 78 en juillet 78 avec Goldorak. Début 80, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux dessins animés qui passaient à la télévision, principalement japonais. Alors il y avait le triptyque magique pour moi, c'était Goldorak, Capitaine Flamme, Ulysse 31 en 80-81. J'ai un peu raté Albator d'ailleurs, son passage, j'étais un tout petit peu trop jeune, mais j'arrêtais pas de regarder ces dessins animés-là. Alors c'était une époque où on n'avait pas l'accès aux dessins animés aussi facile qu'aujourd'hui, donc il fallait vraiment être au rendez-vous au moment où ça passait. Et je me suis rendu compte que pour faire vivre ces personnages-là d'un mercredi à un autre, puisqu'il fallait malheureusement attendre une semaine pour voir la suite. Mais j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à dessiner ces personnages-là qui me plaisaient pour leur raconter des histoires un petit peu entre chaque épisode et en imaginer des nouveaux. Je pense que c'est à ce moment-là que l'imaginaire a commencé à travailler et que peut-être inconsciemment j'ai commencé à rêver peut-être qu'un jour je pourrais faire ce genre de métier, quoi. Voilà, donc c'était tout le début des années 80 avec des dessins animés vraiment emblématiques de l'époque Récréa 2. Et puis ça m'a tenu toutes les années 80 jusqu'à l'arrivée des gros blockbusters du Club Dorothée avec Dragon Ball, Ken le Survivant, même Juliette je t'aime et surtout les Chevaliers du Zodiaque qui ont pris une ampleur énorme. C'est là vraiment que j'ai commencé à comprendre les techniques de dessin, notamment au travers des dessins de Shingo Araki, on y reviendra certainement, mais c'est là que j'ai vraiment compris les techniques, les positionnements des éléments les uns par rapport aux autres. Et oui, ça m'a totalement passionné. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour je ferai ce métier-là. Alors j'étais un peu... Pour les plus anciens, il y avait une publicité qui tournait à la télé, c'était pour Guy Degraine. Le gars dessinait comme ça des assiettes, des choses comme ça dans les marges de ses cahiers. Et puis le professeur passait à côté. Vous n'arriverez jamais à rien, Guy Degraine, avec ses dessins sur le côté. Mes cahiers de cours, ça ressemblait un peu à ça. Il y avait des Cyberlab, des Goldorak et puis des Chevaliers du Zodiaque un petit peu sur mes marges d'école. Mais c'est comme ça que cette passion a commencé à grandir de plus en plus pour atteindre son apogée dans les années 90 et notamment avec la découverte d'un dessin animé que vous voyez derrière moi, qui est le Capitaine Albator, que j'ai connu sur le tard. Je l'ai pas connu en fait quand il est passé en 1980 parce que là j'étais trop petit. Car au mois de janvier, nous allons vous présenter un nouveau feuilleton. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est Albator. Ne manquez pas ce rendez-vous en janvier et pour vous présenter ce nouveau feuilleton, nous allons vous présenter un tout petit bout de film. C'est ce qu'on appelle, nous, un film-annonce. Alors regardez bien et vous le retrouverez au mois de janvier. Moi j'ai le pas. Ah bon? En 84, j'étais parti un peu sur autre chose quand il y a eu la série Albator 84. Mais c'est en 94 que j'ai découvert Albator vraiment, et tant mieux parce que j'étais un petit peu plus adulte. Et c'était une superbe rencontre dans l'émission qui s'appelait Télévisator 2 de Cyril Drevet. Et c'était une super émission. J'ai découvert ça, je suis tombé dessus. Mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça? Et la passion pour ce personnage-là a commencé vraiment à cette époque. J'ai gardé plein de petites choses d'ailleurs de cette époque-là, des petites BD que j'avais faites. Ma maman me gardait plein de dessins que je pouvais faire à l'époque. Et en regardant un peu la pochette de tout ce que j'ai retrouvé des petites choses qui me plaît de pouvoir conserver, de regarder maintenant avec, on va dire 30-35 ans de plus. Et c'était des petites BD sur Goldorak que je dessinais en regardant l'épisode, en arrêtant avec le magnétoscope pour essayer de refaire ce que je voyais à la télé. C'était mon professeur en fait, la pose du magnétoscope. Et puis j'étais un gros fan des autocollants Panini à collectionner. Alors ça j'en ai des dizaines et des dizaines d'albums et je m'amusais à faire moi-même mes collections de Panini, notamment sur les Chevaliers du Zodiaque. Et voilà, je devais avoir 14-15 ans, c'est des choses que je garderai toute ma vie, ça.
Donc comme je te disais, 1994, c'est la rencontre avec Albator, ce personnage-là, au travers du dessin animé. C'était Albator 84 qui était diffusé à ce moment-là. Et fatalité, je tombe sur un petit bout d'épisode et je découvre Albator par l'intermédiaire d'un tout petit morceau du film Waga Seishun no Arcadia, l'Arcadia de ma jeunesse. Et là, je tombe à genoux, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? C'est absolument incroyable. Il y avait des musiques terriblement nostalgiques, romantiques, etc. On avait l'impression qu'on était un peu dans l'ambiance d'Asgard pour Senseiya. Et c'était en plus l'épisode où il se fait crever l'œil en essayant de rejoindre sa bien-aimée. J'ai été totalement passionné en un épisode. Et puis, là où j'étais très très surpris, c'est que l'épisode était très bien dessiné, mais le générique qu'il y avait avant et après était un tout petit peu étrange parce qu'ils étaient dessinés un petit peu différemment. Albator était différencié avec un pantalon blanc, un vaisseau bleu, alors que dans l'épisode il était vert et tout. Et j'ai eu 1 milliard de questions là-dessus, 1 milliard de questions. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que c'est que cette série, pourquoi il y a différents designs du personnage. Et j'ai commencé à me renseigner sur ce personnage-là. Alors évidemment, on était dans les années 94-95, il n'y a pas d'internet pour se renseigner, il n'y avait pas de site spécialisé. Il y avait en revanche un magnifique magazine qui démarrait, qui s'appelait Animeland, qui était un trésor pour nous qui étions fans de Japanimation. Et il y a eu un super article dans l'Animeland numéro 16 de Ivan West-Lawrence qui racontait plein de choses sur Albator. J'ai compris qu'il y avait la série de 78, la série de 84, le film, les Galaxy Express, etc. Ça m'a donné une foultitude de réponses et 1 milliard d'autres questions. Et c'est, si tu veux, je pense que la passion pour ce personnage-là, elle est vraiment née de la frustration de ne pas avoir les réponses et d'aller les chercher. J'ai acheté des artbooks, j'ai acheté les BD originales de Matsumoto. C'est d'ailleurs les premiers mangas japonais que j'ai eus, c'est les petits mangas d'Akita Shoten de Matsumoto. Et voilà, et toutes les années 90 ont été vraiment réservées à Albator et essayer de trouver tout ce que je pouvais savoir. Bien sûr, remonter toutes les séries de 84 et de 78 en animé pour pouvoir les voir, les découvrir, connaître les personnages, connaître chaque détail, chaque relation entre eux. Et ça, je pense que le fait que j'ai eu du mal à trouver les informations a aidé à me passionner complètement pour ce personnage-là. Voilà. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est vraiment très très lié aux années 90. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Aujourd'hui, tu tapes Wikipédia, raconte-moi tout ce que tu sais sur le truc, et tu as les infos tout de suite. Et je pense vraiment que cette frustration est à l'origine de ma passion pour, enfin, une des origines de ma passion pour ce personnage, indépendamment de toutes les qualités que l'histoire originale peut avoir, quoi. Et j'ai commencé à faire plein de petits dessins, notamment que j'en ai envoyé à Animeland, qui sont parus dans l'Animeland suivant, des petites BD. C'est là que j'ai commencé à me dire, attends, les BD, c'est quand même sympa. Et donc, mes premiers dessins d'Albator, ils datent d'il y a 25 ans. Et ça fait 25 ans que je peux pas m'empêcher de le dessiner. Au moins une fois par jour, il faut que je fasse un petit visage balafré. C'est comme ça. Et je pense que quand on est passionné de quelque chose, on a besoin de le faire vivre aussi, même si c'est que pour ses tiroirs. Et loin de moi l'idée à ce moment-là que je pourrais apporter quelque chose à l'univers de Leiji Matsumoto au travers de Mémoire de l'Arcadia 22 ans plus tard. Alors, je rêvais en effet de faire de la BD, mais c'était quand même compliqué à réaliser un rêve comme ça parce que on était dans les années 90 et pour qui connaît un petit peu l'histoire du manga en France, il y a eu vraiment l'âge d'or dans les années 80. Puis les années 90 ont été beaucoup plus compliquées parce qu'on a commencé un peu à pointer du doigt le côté violent de certaines séries, etc. Donc on n'avait plus trop, on n'était plus en odeur de sainteté à la télévision. Le CSA s'en est mêlé, on nous a un peu traité de japonaiserie. Et du coup, faire de la BD on va dire au format manga ou au style manga, c'était difficile dans les années 90. C'est là que j'ai essayé, avec mon ami Arnaud Dolène, qui a été mon scénariste plus tard, on a essayé des petits concours de BD, etc. Et souvent, on était jugé par nos pairs, qui étaient des auteurs de bandes dessinées vraiment franco-belges. Et on se rendait compte que voilà, il y avait vraiment un fossé, il y avait le franco-belge, le comics et le japonais. Et c'était difficile de passer de l'un à l'autre et de se faire accepter dans le monde du franco-belge avec un style un peu japonais. Ça a été les grosses difficultés d'arriver à implanter le manga en France. Ce que je suis en train de dire, ça fait écho aussi à mon éditeur qui est Kana et les autres éditeurs d'époque. Comme Glénat, comme Tonkam, Kazé, qui se battaient dans les années 90, vraiment à contre-courant des bien-pensants de l'époque, pour qui le manga, c'était absolument pas une lecture qui devait mériter d'être faite pour les enfants. Et donc c'était difficile, et très clairement, j'ai bien senti que de passer d'un rêve de faire de la BD, de ce genre de choses,
à la réalité, il y avait un sacré gouffre. Il y avait un sacré gouffre.